Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, bonjour. Je vous remercie toutes et tous d'être présents. Je remercie Jean Gano et l'association Jury Connexion de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer donc sur ce sujet de la veille juridique. Je vais faire une intervention sachant que beaucoup d'intervenants qui vont succéder aux premières interventions vont aborder de manière assez pratique et opérationnelle les outils. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'appesantirai. Comme l'indique le titre de mon intervention, je vais essayer de me concentrer de sensibiliser les praticiens ou les décideurs que vous pouvez être dans vos organisations sur l'intérêt stratégique de la méthode, de l'application de méthodes pour mettre en place des systèmes de veille qui soient efficaces. Sans doute que dans le monde actuel, et chacun ici l'expérimente certainement à la fois dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, bien sûr. Pour ceux qui ont des enfants, ils en sont certainement aussi, ils ont certainement également cette vision. L'information est partout, d'une certaine manière, sans trop caricaturer ou faire exprimer des propos trop excessifs. La veille, tout le monde en fait, tous les jours, et je pense que surtout dans le monde du droit, c'est une bonne chose et c'est une nécessité. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut se demander qu'est-ce que la veille dans une organisation, qu'est-ce que la veille dans une direction juridique, qu'est-ce que la veille dans un cabinet d'avocats, qu'est-ce qui va faire la différence entre une veille stratégique, puisqu'on parle de stratégie et d'enjeux stratégiques, qu'est-ce qui va faire la différence avec des pratiques individuelles qui sont certainement pertinentes, sachant que par ailleurs les outils numériques aujourd'hui donnent à chacun la possibilité de mettre en place des processus, une organisation de veille individuelle de niveau, on va dire de niveau professionnel, qui répond à des besoins tout à fait de répondre de manière pertinente à des besoins professionnels. Donc évidemment, là par rapport aux enfants dont je parlais tout à l'heure, je me place évidemment dans un cadre professionnel et je me place dans le cadre d'une organisation. En préparant cette intervention, paradoxalement, j'ai commencé un petit peu, j'avais quelques éléments, mais je me suis quand même intéressé par quelque chose de plutôt rétrospectif, ce qui est un peu paradoxal, puisque la veille, on va plutôt dans la prospective et l'anticipation. Mais quand même, je me suis posé la question de savoir ce qui existait, les réflexions qu'il y avait pu y avoir auparavant, parce que je pense que c'est important pour comprendre et mettre en place un système de veille pertinent, et efficace et qui donne des résultats stratégiques, de savoir qu'est-ce que c'est que la veille. J'ai retrouvé en l'occurrence dans mes archives, un article. Alors je ferai deux courtes citations, mais qui me semblent intéressantes et pertinentes par rapport au sujet. Un article qui était consacré à l'informatique juridique, qui a été publié dans la Revue internationale de droit comparé en 1968. Dans ce dossier, parce qu'il y a un certain nombre d'articles, le conseiller Mail, c'est un nom qui parlera, je pense, à un certain nombre d'entre vous, parlait déjà, on a parlé tout à l'heure d'automatisation, entrevoyait déjà la possibilité, l'intérêt de l'informatique, documentaire déjà de l'époque, pour automatiser, anticiper le sens des décisions de jurisprudence,
le sens de la législation. Donc on était déjà dans le traitement et l'anticipation, et les possibilités d'anticipation de l'évolution du droit par l'automatisation. Un autre article de ce dossier était aussi très intéressant. Je vais en dire quelques mots et puis je passerai à mes slides. Puisqu'on y a un article qui parle du droit romain et du développement du droit romain. Donc là, on remonte encore plus en arrière, c'est pour ça que c'était intéressant. L'article donc met en avant le fait que le droit à Rome se serait développé notamment à partir du moment où les jours fastes, donc les jours fastes, c'était les jours qui a priori étaient favorables à l'issue des procès, qui étaient tenus secrets, ont été publiés. Ce qui a permis, là encore, d'anticiper et de construire des stratégies juridiques. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux exemples qui me semble intéressant, parce qu'on est à la frontière entre l'information, la transparence, et là, quand on est dans une démarche de veille, on cherche une information fiable. On ne fait pas de la veille pour faire de la veille, on fait de la veille pour chercher une information fiable sur laquelle on va prendre des décisions. Donc ça, c'est pour l'aspect transparence. L'aspect traitement électronique, l'aspect traitement informatique des données me semble intéressant, enfin même incontournable aujourd'hui, compte tenu des volumes d'informations que l'on a à traiter. Toutefois, il y a une petite zone grise que vous avez sans doute, auquel vous êtes certainement confronté dans votre pratique ou dans vos activités, précisément par rapport à la veille, c'est que dans la veille, quand on anticipe, effectivement, un des intérêts, c'est la frontière qu'il y a entre une information ou un document, on va dire, validé, publié, qui est connu, et donc là pour le coup qui est fiable. On sait, une loi, un texte de loi, quand il est publié, donc là, il est définitif, il est fiable. Le problème, c'est que c'est un peu tard pour faire de la veille, et en même temps, avant qu'il soit adopté, qu'il soit définitif, il n'est pas définitif. Donc il y a une petite zone une zone grise qu'il est important de traiter Corinne parlait tout à l'heure du plan de veille, dans la stratégie, dans un plan de veille, dans une démarche de veille, d'adapter à la fois l'activité de veille, les sources que l'on va interroger, l'information que l'on va communiquer sur des informations, donc sur des informations qui vont être de nature différente, ça me semble essentiel. Il y a donc cet aspect un petit peu de secret ou d'information grise qui est importante, qui est d'autant plus, qui est complexifiée également par le fait que, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les outils Internet, enfin, le digital, on trouve aujourd'hui les sources de droit, d'informations juridiques se sont multipliées. Parmi les sources de droit, je pense que je ne vais rien apprendre à qui que ce soit ici. Il y a bien sûr les textes, la jurisprudence, la doctrine en particulier. Ça n'aura échappé à personne que, notamment, qu'il s'agisse des éditeurs juridiques ou qu'il s'agisse des juristes, notamment les blogs, les newsletters, les sources d'information, les sources de droit se sont multipliées. Donc on ne peut pas échapper à une automatisation de la veille, de la recherche juridique, et en même temps, en tant que méthode, comme démarche, je pense que c'est une erreur, et c'est souvent malheureusement quelque chose que l'on constate. On pense d'abord solution, outil, avant de se poser la question du pourquoi
ce dont Corinne parlait tout à l'heure. Effectivement, avant de mettre en place, d'identifier un moyen, avant de se dire on va faire telle source est pertinente, tel outil est performant, de savoir ce qu'on veut en faire, enfin à quel besoin on veut répondre, ça me semble essentiel. Donc, dans ma présentation, il y a un petit peu deux parties, une partie un petit peu théorique, je ne vais pas vous embêter, Corinne a déjà pas mal parlé de ça, c'est juste pour alimenter un petit peu, donner quelques éléments de réflexion supplémentaires. Et puis, je vais vous montrer, passer quelques slides qui sont issus voilà, des documents un petit peu opérationnels que j'ai utilisés moi dans mon activité de consultant. Je n'ai pas la prétention d'apporter des solutions ou des méthodes absolues et qui répondent à tous les besoins. C'est plus pour, je pense que c'est intéressant de voir, encore une fois, des documents un petit peu de travail pour lesquels que j'ai utilisé pour des clients, comme source d'inspiration, on va dire, pour les pratiques de chacun. Comme condition d'efficacité de la veille, il me semble qu'il y a deux conditions. C'est que, elle doit être intégrée à la stratégie, ça, on en a parlé un petit peu, j'y reviendrai, et elle doit être méthodique. Je pense que ces deux critères, ces deux éléments qui vont différencier la veille que tout à chacun va pouvoir pratiquer au niveau individuel et qui est complètement légitime et indispensable, d'une veille qui va être intégrée à la stratégie d'une entreprise ou d'un cabinet. La veille, c'est une activité, alors que je dis cognitive, parce que ça n'est pas, peut-être qu'aujourd'hui on pense beaucoup outils quand on parle veille. On pense, un des réflexes sans doute qu'on a, c'est Internet ou base de données, et puis on enregistre une question et on reçoit des documents derrière. Ça n'est pas qu'un outil, c'est avant tout une activité cognitive, parce que c'est une activité qui se définit, qui s'anticipe, qui part d'une définition de besoin, et dont le but final va être de valoriser, de sélectionner, d'analyser et de mettre en avant des éléments d'information qui vont permettre la prise de décision. La prise de décision, si vous êtes en cabinet, ça peut être la prise de décision du cabinet, un cabinet d'avocats, ça peut être la prise de décision, bien évidemment, des clients de votre cabinet. Comme parmi les étapes de la veille, les grandes étapes, évidemment, on commence par observer un champ, on définit un champ informationnel, et ça n'est pas dans le juridique, même si on parle de veille juridique, on sait très bien que l'information qui va être pertinente, ça n'est pas nécessairement que de l'information de nature juridique. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur les typologies de veille, parce que le droit s'applique à des secteurs d'activité notamment, donc on a besoin de faire certainement, pas que de la veille juridique, on a besoin de faire de la veille concurrentielle, de la veille commerciale. Il y a un certain nombre de veilles qui sont pertinentes, et il est nécessaire de passer le temps qu'il faut à définir ces champs informationnels, d'éviter, on peut être parfois tenté de définir des champs de façon un petit peu spontanée. On peut avoir l'impression, et certainement dans beaucoup de cas à juste titre, de connaître, de savoir, de connaître les champs informationnels qui vont être pertinents. Je pense qu'il ne faut pas se priver dans cette démarche de définition des champs informationnels, d'échanger avec à l'intérieur de la structure, l'avocat, la direction juridique, éventuellement les clients, pour valider une intuition. Si on utilise une méthode de veille, on ne peut pas laisser la place à l'intuition. L'intuition, c'est bien, ça ne suffit pas et ça ne permet pas de fonder une démarche de veille professionnelle. Il
faut identifier l'information nouvelle et être capable de la distinguer de la connaissance existante. Ça peut sembler simple, mais ça n'est pas forcément, ça va pas forcément de soi, surtout encore une fois quand on tient compte de la multiplicité des sources d'informations aujourd'hui. Il faut être capable de les définir. Et puis derrière, la veille, on collecte l'information. L'objectif final, c'est pas que de collecter l'information, c'est pas que de mettre en place des outils, c'est que l'information qui est collectée, ou éventuellement l'absence d'information, qui peut être un indicateur en soi, atteigne son but, à savoir, encore une fois, une prise de décision, une information, ça doit arriver à un but. Donc il faut que ce but ait été défini en amont, bien entendu. Alors, je ne vais pas vous passer le slide je pense que les documents seront disponibles sur le site de Jury Connexion. Il y a un certain nombre d'éléments dans ces citations. On voit que ce qui est les problématiques de veille et d'anticipation, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce que je voulais mettre un petit peu en avant dans ces citations, c'est l'aspect, il y a un certain nombre d'aspects. Donc dans la première citation, il y a l'aspect mesure, d'estimation de capacité et de calcul. Je voudrais juste m'attarder juste une seconde sur le verbe mesurer. Tout le monde n'est pas forcément familier des chiffres. Enfin, moi le premier, c'est pas un goût particulier. J'ai pas un goût particulier pour les chiffres. Il n'en reste pas moins que, notamment dans les rapports qu'on a avec des décideurs, avec les rapports que vous avez avec votre structure, les rapports que vous avez avec vos partenaires, chiffrer une activité, évaluer une activité, c'est la seule manière de démontrer qu'on sait, que l'on connaît ce dont on parle. Là encore, l'intuition ou l'évaluation, le bon sens, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a également la notion de partage de l'information, de connaissances communes et d'avantages concurrentiels, évidemment, qui sont importants. Dans ce slide-là, je fais un petit rapprochement avec l'intelligence économique. Je m'attarde juste une seconde sur la citation « l'information perçue et l'information réelle ». Ça rejoint un petit peu ce que je disais. Donc effectivement, l'objectif, pour insister sur ce point qui est vraiment important, qui est d'autant plus important en droit, c'est de s'assurer de réconcilier l'information perçue sur un texte qui est à jour, une réglementation qui existe ou non, et la réalité de cette information, de cette information. Évidemment, donc ça fait partie des rôles de la veille. La veille d'éveil, comme je l'abordais tout à l'heure un petit peu rapidement, là encore je ne vais pas détailler la page, c'est on va dire les quatre grandes typologies de veille: la veille technologique, la veille concurrentielle, la veille commerciale et la veille environnementale, pas dans le sens droit de l'environnement, environnement de l'entreprise. Ces quatre on va dire piliers qu'il est nécessaire d'avoir en tête, à l'esprit, quand on construit un plan de veille, quand on fait du sourcing, quand on identifie les interlocuteurs pour la mise en place de ces plans de veille. Là encore, je ne vais pas détailler ces organigrammes.
Sur ces pages-là, l'idée c'est mais vous êtes certainement, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont pouvoir se retrouver peut-être dans ces organigrammes, l'idée c'est de montrer que dans un certain nombre de cas, et c'est un petit peu ce que Corinne abordait tout à l'heure, la fonction de veille quelquefois n'est pas forcément très formalisée, et dans un certain nombre de cas également, elle est exercée par typiquement des juristes. Là, c'est les cas en tout cas auxquels moi j'ai été confronté, donc des juristes qui ont une formation de juristes, qui n'ont pas forcément de compétences métiers en termes de gestion d'informations, et qui vont tenter, quand ils ont dans leur fonction professionnelle un périmètre de veille juridique à mettre en place, ils vont être tentés d'appliquer des méthodes, des outils qu'ils vont utiliser à titre personnel. Évidemment, c'est pas tellement souhaitable. Et là, il y a une responsabilité de l'entreprise à officialiser, on va dire, la fonction de veille et s'assurer qu'elle est professionnalisée. Alors j'ai simplifié un petit peu ce slide. Là on rentre un petit peu dans des outils, dans de la méthode, dans des méthodes un petit peu plus pratiques, que je vous invite à vous en inspirer, en tout cas si vous avez l'occasion dans vos organisations, là encore de prendre le temps d'analyser la place de l'entreprise dans son environnement. C'est un petit peu le sens de ces différents éléments. Entre l'entreprise a des fournisseurs, en l'occurrence d'informations. Ces fournisseurs d'informations produisent un certain nombre d'informations, de textes, de documentation, produisent un certain nombre d'informations également. On parle beaucoup de documentation ou de textes, mais ça peut être de l'informel, ça peut être des interviews, ça peut être du verbal uniquement. Et derrière, donc il est nécessaire d'analyser, d'identifier ces différentes étapes pour derrière définir ce qu'il est possible quels traitements sont adaptés en fonction de ces différentes productions d'informations. On ne peut pas traiter de la même manière le contenu d'une conférence, comme on est en train de tenir aujourd'hui, et un communiqué de presse d'une entreprise. On ne s'informe pas de ce contenu de la même manière. Le communiqué de presse, normalement, il suffit effectivement d'aller sur Internet et avec une veille automatisée, on va l'avoir. L'information, toutes les informations, tout le contenu des interventions aujourd'hui, sans être présent aujourd'hui, vous allez l'avoir, personne d'autre ne l'aura avant qu'effectivement il y ait éventuellement un chargement des documents sur le site. Et encore, tout ne sera pas exprimé dans ces documents. Il y a ces fournisseurs et en même temps l'entreprise, à l'issue du processus de veille, produit elle-même, donc ça fait partie des choses qui viendront à la fin de la journée, produit donc des livrables de veille qui doivent être adaptés en fonction donc de ces... Alors comme il me reste peu de temps, je vais accélérer un petit peu sur les slides. Je vais peut-être finir sur celui-là. Il me reste combien j'ai 2 minutes. Oui, 2 minutes. Je termine. C'est un slide qui est important, justement par rapport au sujet de la journée, donc qui est sur la stratégie. Il y a plusieurs manières, donc je termine donc sur la stratégie. Il y a plusieurs manières de définir une stratégie d'entreprise. Donc je n'ai pas la prétention de donner un cours sur la méthode de mettre en place une stratégie. Une des méthodes, en tout cas, c'est de définir 3 grandes étapes. De définir une charte stratégique, c'est-à-dire l'entreprise définit, enfin je pense que la plupart de vos organisations, ou un certain nombre d'entre elles en tout cas, ont cette démarche de définir une vision, de définir des produits sur lesquels, qu'est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on veut aller, qui on est, quelles sont nos valeurs, enfin ça c'est des choses qui sont très classiques. Il n'empêche que ça conditionne derrière toute l'activité de l'entreprise.
il n'y a pas que la veille. Toute l'activité de l'entreprise dépend de la qualité, de la clarté, de la faisabilité aussi, de ce qui est défini dans la charte stratégique. Ensuite, il y a l'étape stratégie globale et les programmes stratégiques. Stratégie globale et programmes stratégiques sont intimement liés, c'est-à-dire que dans la stratégie globale, il s'agit de définir les produits, services, marchés, les actions que l'entreprise se définit avec ses objectifs, les objectifs concrets à atteindre. Ça peut être en volume, ça peut être en chiffre d'affaires, ça peut être peu importe, en recherche et développement, peu importe. C'est ces axes opérationnels de développement. Et à chacun sont associés des programmes stratégiques, c'est-à-dire que, en gros, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver. La veille, donc c'est pour ça que je milite vraiment, je plaide vraiment pour une prise de conscience par les organisations de la nécessité d'intégrer la veille dans ces programmes stratégiques, parce que c'est la veille est un des éléments, c'est pas le seul, c'est un des éléments avec les compétences, bien sûr les ressources humaines, les moyens techniques, technologiques et financiers de l'entreprise. Ce sont avec tous ces moyens que l'entreprise va atteindre ces résultats. Je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait cette prise de conscience. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Il y a quelques slides qui suivent. Ils seront chargés sur le site de Jury Connexion. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des remarques ou questions, je suis à votre disposition. Y a-t-il des questions dans la salle sur... Oui. Bonjour, Véronique, activité de l'entretien. Une question, dans les processus de veille que vous avez accompagnés, est-ce qu'il y en avait où étaient concernés, si ce n'est principalement, du moins de manière assez conséquente, de la veille sur des volumes de jurisprudence? Et j'aurais aimé savoir justement dans ce cadre-là quelle stratégie vous avez proposé, quelle méthode de veille par rapport à la jurisprudence. Alors, en l'occurrence, dans les cas que j'ai eu à traiter, la problématique n'était pas tellement sur la jurisprudence, effectivement, c'était plutôt sur les textes. Alors, en l'occurrence, c'était pas des missions qui étaient en France, donc c'était dans un contexte un petit peu particulier. En France, on a, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie du paradigme un petit peu aujourd'hui de la disponibilité de l'information et de la transparence avec notamment l'open data. Dans ce pays-là, on est un petit peu loin de cette problématique. Donc, bon, directement sur votre question sur la jurisprudence, non. Par contre, sur les textes, si on peut faire un parallèle, parce que je pense que spontanément, sauf à avoir sous réserve de données particulières qu'il y aurait eu soit dans ce pays ou un autre, sur l'accès à la jurisprudence, la démarche a été d'identifier toutes les sources. Typiquement sur les textes, il a été possible d'anticiper, de faire une veille formelle sur un certain nombre de sites internet. Donc il y a eu une phase de sourcing, donc d'identification des sites sur lesquels étaient publiés des projets de textes, éventuellement également des sites sur lesquels des textes officiels étaient publiés alors qu'ils n'apparaissaient pas dans le journal officiel. Donc il y a tout ce travail là préparatoire pour donc identifier les sources, quantifier, et puis derrière mettre en place un processus de veille avec des outils. Donc il y avait des outils, des robots sur Internet qui permettent de fournir des alertes dès qu'il y a une modification sur les pages référençant les sites. Et puis derrière, une collecte, une sélection, un traitement, une rediffusion en interne et auprès des clients de mon client. Je réponds sans doute un petit peu, pas exactement à votre question, mais...
En fait, c'était pas vraiment de poser une question, c'est plutôt pour essayer d'apporter une réponse à Rémi. J'en viens au pour la veille de jurisprudence, vous avez deux hypothèses. Soit c'est un arrêt, une décision qui ne fait pas de bruit. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'envoi surveillé, c'est Twitter. Parce que, je prends un exemple, la décision du Conseil constitutionnel sur la loi Allure est sortie sur Twitter dans la vigueur qui a suivi le prononcé. C'était l'endroit où surveiller. Là, après, s'il s'agit de surveiller la jurisprudence de masse, voilà. Là, malheureusement, vous ne pouvez le faire que pour la jurisprudence des cours suprêmes. À partir du moment où vous arrivez à identifier des filles RSS, et vous arrivez à avoir une petite idée des filles RSS. Bon, il en existe sur 3 points, notamment de filles RSS de jurisprudence. Cour de cassation, Conseil d'État, il faut que vous ayez quand même une petite idée de l'entité qui va véritablement, la section, la sous-section, la chambre qui va rendre la décision. Identifier. Sachant que les filles RSS, c'est quand même pas très efficace au niveau du contenu, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Après, malheureusement, il n'y a pas, comme pour les textes, justement, autant de matière surveillable. Voilà. Et surtout si c'est une décision qui, a priori, entre guillemets, n'est pas censée faire du bruit. Alors, les cours d'appel commencent à évoquer ce genre de questions. Il y a notamment, par exemple, il y a eu une interview d'un président de cour d'appel, si mes souvenirs sont bons, qui a évoqué l'intérêt pour lui de commencer à diffuser sa jurisprudence sur Twitter. Il a commencé à donner des informations sur les décisions rendues. Mais il est clair que d'autres personnes voyant la jurisprudence ont peut-être des choses à dire là-dessus, je ne sais pas. Non? Bon. Je connais quelques spécialistes dans la salle. Voilà. Et qui, en fait, la seule solution, sinon, c'est aller sur le site et aller voir les dernières décisions, mais pas tellement. Quelqu'un, éventuellement, les meilleures techniques le prend. Effectivement, c'est un sujet qui est intéressant parce que un certain nombre d'utilisateurs finaux n'ont pas nécessairement conscience du fait que l'information qui peut être disponible sur Internet, qui va être chargée, autant sur des sites officiels que sur des sites éditoriaux ou des sites des blogs, cette information, la publication elle-même dépend d'un acte, on va dire, matériel. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le serveur déjà quelqu'un qui rédige et quelqu'un qui fasse la démarche de publier l'information sur le site. C'est une contrainte dont encore une fois, certains utilisateurs finaux n'ont pas forcément conscience. Tout ce qui est publié, tout ce qui est disponible en ligne, même sur les sites officiels, n'est pas forcément la dernière version. Il peut y avoir des erreurs, il peut manquer. Moi, je l'ai vu à de nombreuses reprises dans des contextes professionnels. Il peut y avoir des informations qui sont des documents qui sont prêts à être publiés, qui sont écrits, rédigés. On peut savoir que des gens vont les attendre, mais la décision de publication peut prendre du temps pour des raisons diverses et variées. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait de la veille, quand on donne une information pour faire un petit peu de l'aide à la décision. Oui, bonjour, Pascal Mandal, Motorspouja. Dans le cadre de la veille, les questions sur la veille stratégique que vous évoquez, est-ce que celle-ci peut aussi progressivement évoluer vers des outils de type diagnostic, comme on le voit notamment dans la veille et dans l'information médicale? Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas une autre étape avec des outils plus élaborés, ou est-ce qu'il y a des pistes sur cet aspect-là, de manière plus automatisée encore? Oui, merci. Alors, effectivement, comme je l'évoquais alors un petit peu rapidement tout à l'heure, effectivement, le but, l'objectif de l'information, des informations, des documents qui vont être récoltés par un processus, dans le cadre d'un processus de veille,
à mon sens, doit être au service de l'entreprise, de sa stratégie, de son développement. Donc ce que vous évoquez, effectivement, est important parce que ça pose la question qui sera abordée, je crois, cet après-midi, des livrables. Il est essentiel que les livrables issus du processus de veille soient adaptés aux traitements qui vont être faits, réalisés derrière. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faisiez allusion, mais effectivement, une des étapes en tout cas postérieures, c'est ce traitement, effectivement.